il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. C'est pas juste son produit, c'est tout un environnement autour. Donc on espère que vous aimerez, cet atelier, que ça vous donnera l'envie d'y aller. Voilà. Merci beaucoup Christelle pour ce petit mot. Et puis on accueille également Christelle Guédon, l'intervenante de ce Ouais. webinaire. Bonjour Christelle. Bonjour, désolée, j'ai eu un peu de retard, problème de connexion et je suis sur un autre atelier en même temps, mais je suis Pas de ravie d'être souci. là. Merci en fait de m'avoir fait appel pour parler du tarif justement à l'international. Donc, je Je sais pense pas trop comment ça se passe en fait. Alors, je vois pas tous les présents. Vous avez fait un tour de table. Vous avez comment je passe directement sur la présentation? Alors, on n'a pas fait de tour de table encore. On peut le faire si tu veux. Je te donne la main. Ok, bah, alors bah, déjà, je vais peut-être me présenter en fait. Donc, je suis Christelle Guidon, j'ai un cabinet de conseil qui s'appelle CGHP Bespoke Consulting. Moi, mon cabinet, en fait, il a pour but en fait d'accompagner. Alors, je suis plus dans le domaine de la mode, les marques de mode, accessoires de mode dans leur développement à l'international sur le Moyen-Orient, l'Asie et les États-Unis. Et donc, j'accompagne aussi bien des TPE, des PME que des beaucoup plus gros, enfin des grosses structures, des marques françaises comme des marques étrangères qui veulent s'implanter. Donc, soit elles débutent, soit elles ont déjà une belle présence à l'international, mais elles ne savent pas se développer sur les pays asiatiques. Donc, elles sont là pour faire appel à mes services. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je suis avec vous, parce que je travaille beaucoup en fait sur le calcul du tarif export quand on commence à s'intéresser à l'international. Voilà me concernant. Qui veut prendre la suite? Alors, moi, j'ai un problème de caméra, mais je me présente. Je suis Véronique Lebeau. Je travaille en partenariat avec IDAF, qui est un cabinet d'expertise comptable, et je participe à cette réunion surtout pour pouvoir aider mes clients, parce que j'ai un rôle de conseil et d'accompagnement important. Donc, je me suis dit qu'il était opportun que je remette à jour mes connaissances dans l'export, hein, parce que j'ai travaillé dans le transport international aussi il y a quelques années. Et donc, voilà pourquoi je viens chercher des informations et éventuellement aussi des partenaires si j'ai des besoins au niveau de mes clients. Merci. Bah, moi, je peux prendre le relais. Donc, Christelle Barra, donc je suis un cabinet de courtage en assurance spécialisé sur l'international qui accompagne donc notamment les entreprises pour aussi bien quand ils vont en mission à l'étranger, donc à un salon ou faire une mission de prospection, s'ils ont l'idée d'ouvrir une filiale, la RC qui est importante aussi quand on part à l'export. J'ai un domaine de 10 ans dans l'export aussi comme responsable export, plutôt sur l'Afrique et le Moyen-Orient dans l'énergie solaire. Voilà. Merci Christelle. Peut-être Thomas ou Valentine. Je suis avec monsieur Colosier qui me rejoint pour se présenter. D'accord. Oui, bonjour, Guillaume Colosier. Alors moi, je suis conseil en stratégie du dirigeant d'entreprise en stratégie financière, donc plutôt sur les parties levée de fonds ou opérations de reprise d'entreprise, de transmission d'entreprise, croissance externe, etc. Et moi, en fait, je viens également, comme pour un des intervenants précédents qui l'a indiqué, c'est pour avoir une bonne connaissance des pratiques de mes clients, puisque j'accompagne des PME qui font aussi de l'activité à l'international. Donc, ça m'intéresse de bien comprendre D'accord. les meilleures pratiques. Voilà, merci à vous. Ok, super. Bonjour, moi Thomas Tardif, donc cabinet comptable in extenso, de même que ma consoeur tout à l'heure. Moi j'interviens donc sur différents portefeuilles d'entreprises et c'est dans le but de mieux les accompagner pour proposer du conseil encore plus poussé et à jour. Voilà. D'accord. Ok. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres présents ou pas. Et Joy, je veux bien que tu as reçu ma présentation. Oui, est-ce que tu la vois? Tu la vois peut-être pas.
Non, je la vois pas et j'ai pas mon ordinateur, donc parce que j'ai mon antivirus en fait n'accepte pas Teams, donc je suis sur mon téléphone. Donc Alors, je veux est-ce que bien que tout tu le fasses. monde... Ouais, normalement, les personnes peuvent voir le support actuellement. Est-ce que c'est le cas? Oui, je confirme. Pour nous, Oui? c'est bon. Ok. Alors, tu peux me dire quand est-ce que je peux changer les slides si tu veux. Et ouais, mais par contre, c'est que moi je les Toi, vois tu vas pas. pas voir. Alors attends. Je me débrouille autrement. J'arrive, hein. Pas de souci. Hop, tac. Je la prends en parallèle sur mon téléphone. Comme ça, Super. je peux bien vous accompagner. Voilà, c'est Nickel. bon. Donc, en fait, l'objectif de mon intervention, c'est de vous donner en fait quelques informations sur le calcul du prix de vente à l'international. Bien entendu, là, ça va être les grandes lignes, hein. Ça va vraiment dépendre de votre partenaire que vous allez trouver à l'international, enfin dans le pays ciblé, que vous allez pouvoir affiner ce tarif. Ce que je trouvais pertinent en fait de revoir avec vous, c'est les différentes stratégies de distribution qu'on pourrait avoir à l'international. C'est également de travailler sur les stratégies de distribution par zone géographique et puis enfin de vous donner quelques éléments pour le calcul du prix à l'international. Donc, les stratégies de distribution, ça, c'est juste un rappel, hein, mais c'est toujours bien. Vous avez de la vente directe. En fait, aujourd'hui, il y a des sociétés qui vendent directement auprès de leurs consommateurs, hein. Soit elles ont des boutiques en propre, soit elles ont un site Internet, soit, moi, dans le secteur de la mode, elles font des pop-up. Donc, elles sont vraiment en lien direct avec leurs consommateurs. Donc là, elles ne se posent pas trop de questions, en fait, sur leurs tarifs. Elles se disent, bon, moi, je vends directement à mon consommateur, je prends telle marge. Sauf qu'elles n'ont pas forcément elles n'ont pas forcément pensé à leur développement sur le long terme et elles n'ont pas forcément pensé à des intermédiaires qui vont pouvoir arriver dans ce process de distribution. Donc, il y a la vente directe, il y a les circuits courts, où là, on va faire appel, il y a un détaillant qui va revendre notre produit ou un distributeur B2B qui va revendre notre produit. Donc, on a un intermédiaire qui va se prendre sa marge. Et après, on a le circuit qui est plus long, qui va être plutôt pour des pays comme sur le grand export, comme les États-Unis, par exemple, comme le Japon, comme la Corée du Sud. Généralement, on va avoir un partenaire qui va être un importateur, un agent commercial, un distributeur, qui va lui revendre auprès du détaillant, et puis ce détaillant va revendre auprès du consommateur. Et donc là, forcément, on va avoir plus d'intermédiaires. Donc, en termes de marge, on peut vite facilement perdre de la marge. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, parce que je ne vous vois pas forcément, mais j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, donc ça c'est déjà les trois circuits, hein, le circuit direct, circuit court, circuit long. Donc en fonction du pays que vous visez, il faut bien connaître les différents circuits de distribution ou alors le circuit de distribution qui est favorable pour son développement dans ce pays-là. Ensuite, il y a différentes stratégies de distribution au sein du pays. En fait, il y a des marques qui sont plutôt agressives, donc qui vont vouloir avoir une distribution intensive, donc elles vont vouloir être présentes partout. Donc, bien entendu, pour avoir une distribution agressive, en termes de prix, il faut être plutôt attractif. Donc, quand on veut faire une distribution intensive avec des partenaires, c'est là où il faut bien calculer sa marge entre les différents intermédiaires que vous allez pouvoir avoir. Il y a la distribution sélective, où là, je vais sélectionner plusieurs points de vente. Il y a la distribution exclusive, où je vais me concentrer vraiment sur quelques points de vente. Et puis, la distribution extensive, ça, c'est des sociétés qui se lancent et qui se disent, moi, je ne vais pas prendre de risques. En fait, je vais y aller pas à pas. C'était l'exemple que je donnais tout à l'heure. Je connais une société à Nantes qui, elle, préfère d'abord se développer en Loire-Atlantique et puis après, au fur et à mesure, elle va aller de département en département, mais elle va travailler sur une distribution extensive. Donc déjà, il faut, quand on souhaite s'exporter, il faut bien avoir cette notion, quel type de distribution je veux avoir. Est-ce que je veux avoir une distribution mass market ou est-ce que je veux avoir une distribution exclusive, en fait, extensive? Ça, c'est un point aussi qui est important à prendre en compte. Quand on va à l'international, on a également différents partenaires potentiels.
je pense que vous les connaissez tous, hein. Il y a les agents commerciaux, il y a les importateurs, il y a les distributeurs. Alors, moi, je vais plutôt faire référence à mon domaine d'activité qui est la mode, parce que les conditions sont quand même assez conséquentes pour les marques de mode. Donc, c'est un exemple qui est dans le secteur de la mode, qui est bien entendu à adapter dans le secteur alimentaire, dans le secteur automobile, dans tout autre secteur. Mais je pense que vous avez déjà entendu parler des agents commerciaux. Ces agents commerciaux, aujourd'hui, c'est un intermédiaire. Cet intermédiaire, lui, va se prendre une commission sur les ventes, mais par contre, sur les ventes B2B. Mais par contre, c'est la société qui va gérer la réception des paiements et c'est la société aussi qui va gérer l'expédition des produits et toute la relation en fait avec le client B2B. Donc, il faut prendre en considération cette commission. Il faut prendre en considération également tous ces frais qui peuvent être encourus, comme les tests, les droits de douane, tout ce qui est packaging, tout ce qui peut être demandé, des adaptations produits par exemple. Tout ça, il faut le prendre en compte. Donc, quand on calcule son tarif export, et il faut savoir aussi avec quel type de partenaire on va travailler. Est-ce que ça va être des agents? Est-ce que ça va être des importateurs, des distributeurs? L'importateur, lui, c'est un peu différent parce que l'importateur, ça va être votre contact dans le pays. Et cet importateur-là, lui, il va être en charge du développement de la société dans son pays. Donc, il va vendre auprès des intermédiaires B2B. Donc, exemple, un revendeur B2B, une boutique B2B. Va être le client de cet importateur. Donc, l'importateur, c'est votre partenaire. Lui, pour gagner de l'argent, il va vous demander une remise. Moi, dans le secteur de la mode, il demande 30% de remise sur le tarif B2B. Donc, ça veut dire qu'en termes de marge, si votre marge entre votre prix de revient et votre prix du B2B n'est pas suffisante, ça veut dire que vous travaillez à perte en fait avec ce partenaire. Donc, il faut bien le prendre en considération. Et après, il y a les distributeurs. Donc, ça, c'est distributeur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le jargon de plusieurs sociétés, dans différentes sociétés, ça peut être défini d'une certaine manière. Alors, moi, le distributeur, ça va être le partenaire, ça va être un point de vente multimarque qui va revendre vos produits. Ça peut être un grand magasin qui va revendre vos produits, c'est un distributeur. Mais par exemple, vous avez une marque qui a ses propres boutiques à enseigne, qui va vouloir se développer en franchise, va faire appel à un distributeur. Et ce distributeur-là va être votre partenaire pour ouvrir des points de vente en votre nom sur sa zone géographique. Et donc là, c'est pareil. Généralement, ce distributeur va vous demander une remise qui aujourd'hui étant qui est plutôt vers les 30%. Mais il va également vous demander une participation sur le mobilier, sur la communication, sur le personnel. Donc, tout ça doit être pris en compte. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous en parler parce que quand on calcule le prix export, il faut avoir une vision à long terme. C'est aujourd'hui, je vais peut-être passer en direct, donc forcément, ma marge va être moins impactée parce que c'est moi qui vais gérer moi-même mes partenaires à l'international, mais dès que vous allez mettre un intermédiaire comme un agent commercial ou un importateur, il faut bien prendre en considération la commission de l'agent, qui est de 15% dans la mode, la remise de l'importateur qui va être de 30% sur le prix B2B. Donc, c'est au sujet des partenaires commerciaux. Ensuite, il y a les stratégies de distribution par zone géographique. Là, c'est pareil, c'est les questions à se poser. C'est en interne, déjà, est-ce que je veux aller sur le Japon? Est-ce que j'ai une personne qui parle le japonais au sein de ma structure? Si je n'ai pas de personne qui parle le japonais, il va peut-être falloir que je recrute quelqu'un si je veux que le Japon soit géré en interne. Donc, il va falloir que je recrute quelqu'un. Donc, c'est un salaire. Ou alors, je vais faire appel à un partenaire qui parle le japonais. Donc, ça à prendre en considération. Après, l'autre question à se poser, c'est est-ce que j'ai le personnel compétent pour m'accompagner sur mon développement à l'international? Est-ce que j'ai une ADV qui connaît déjà l'international? Si cette ADV n'a pas cette gestion à l'international, je vais être obligée de la former. Donc, il va y avoir des coûts de formation, il va y avoir un accompagnement de cette personne. Est-ce que j'ai le temps de l'accompagner ou pas?
Si je n'ai pas le temps, je vais peut-être faire appel plutôt à un agent commercial ou à un importateur pour pouvoir me développer dans ce pays. Est-ce que cette zone est facile d'accès? Est-ce que, je parlais de tests en fait, je parlais de droits de douane, je parlais de logistique, je parle aussi d'adaptation de produits. C'est toutes ces questions-là, en fait, faut se les poser avant de commencer de s'implanter dans un pays. Parce que ça va vous permettre aussi de mieux calculer votre tarif à l'international. Donc, et là, c'était quelques exemples. En fait, c'est quelle stratégie de distribution en Belgique. En Belgique, je reviens dans mon domaine, en fait, on va plutôt faire appel à un agent. Mais l'agent commercial, même si la Belgique est proche de moi, il va falloir quand même que je lui donne 15% de remise. Il va falloir quand même que je pense à la livraison de mes produits. Il va falloir quand même que je pense, alors on est en euros, donc il ne va pas y avoir ce problème de taux de change, mais il va quand même y avoir des frais annexes qui vont pouvoir se rajouter en fait à mon prix de revient. La distribution au Japon, généralement, sauf les sociétés qui ont la chance d'avoir quelqu'un qui parle japonais, ils vont être obligés d'avoir une personne qui ils vont être obligés de faire appel à un importateur. Et cet importateur va demander une remise, une grosse remise entre 20 et 30%. Le Japon, il va également y avoir des tests. En fait, pour certaines typologies de produits, il va y avoir ces tests. Donc, ils vont se rajouter à notre prix de revient. Il peut y avoir des adaptations parce que, exemple, dans la mode, le japonais, il est un peu plus petit. Il va avoir des plus petits pieds. Donc, on va vendre plus de petites tailles. Donc, on va peut-être faire des adaptations produits. Donc, on va revoir aussi sa stratégie produit. Donc, c'est des adaptations. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Donc, il faut bien y penser aussi. Et la stratégie de distribution aux États-Unis, c'est pareil. En fait, généralement, on va passer par un distributeur, un importateur. On a 30% de remise. On sait que partir sur les États-Unis, ça a des conséquences parce qu'il y a beaucoup de produits en fait sont testés. C'est pas si facile que ça en termes de droits de douane, c'est pas si facile que ça en termes de logistique. Donc tout ça, il faut l'intégrer en fait dans son calcul de prix. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc juste pour revenir, donc il y a les circuits de distribution, donc bien travailler sur sa stratégie, quel type de distribution je veux avoir sur le pays cible. Est-ce que c'est de la vente directe? OK, mais peut-être que dans un premier temps, je vais faire de la vente directe et ensuite, je vais partir sur un circuit court et sur un circuit long. Donc, dans mon calcul de prix, je pense tout de suite au circuit long et je n'attends pas de mettre en place un tarif export en me disant je le ferai plus tard parce que plus tard, ce sera trop tard. Et après, bien se poser la question, quelle est ma structure interne pour pouvoir me développer dans mes pays cibles? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce que je vais trop vite? Non, c'est bon pour moi en tout cas. Oui, c'est bon? OK, d'accord. Donc, le calcul du prix export, bien entendu, on ne va pas calculer un tarif France, enfin, votre tarif France ne va pas être votre tarif export parce qu'il va y avoir plein de points à prendre en compte, comme par exemple les incoterms. Alors là, je vais en parler rapidement, mais il faut bien les prendre en considération. Certains pays, aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui vont faire du Ex-Works ou du FCA parce que c'est facile, en fait. C'est votre partenaire à l'étranger qui va gérer l'expédition de A à Z. Donc, il va prendre en charge il va venir chercher les colis chez vous et puis après, il va gérer tout le transport, les droits de douane, l'entrée dans son pays et l'acheminement jusqu'à son point de vente. Donc ça, c'est plutôt facile. Par contre, il y a des pays comme les États-Unis, c'est un bon exemple, j'en reviens. L'Incoterm, c'est le DDP. Donc DDP, ça inclut la totalité de l'expédition de la marchandise de France aux États-Unis, de France au point de vente avec qui vous travaillez. Donc, il faut bien le prendre en considération parce que je pense que vous le savez, mais les frais logistiques aux États-Unis sont très chers. Et donc, si vous n'intégrez pas ces coûts de transport, ces droits de douane, les tests qu'il pourrait y avoir sur ces produits, forcément, vous allez avoir un problème de marge. Donc, bien réfléchir aussi à quel incoterm va être utilisé dans ce pays. Quand on est en Europe,
on a moins ce problème-là. Mais dès qu'on va vers des pays comme le Moyen-Orient, comme l'Asie ou comme les États-Unis ou comme l'Amérique du Sud, eh bien forcément, il faut prendre en compte ces incoterms parce que les coûts ne vont pas être forcément les mêmes. Il faut également prendre en compte les conditions d'accès au marché. J'en ai parlé, hein, c'est des tests, c'est le packaging. Tout à l'heure, pour l'atelier que j'anime en ce moment, on parlait du packaging. Quand on va en Corée du Sud, si vous ne pensez pas au packaging, ça ne sert à rien d'aller en Corée du Sud parce que les Coréens font très attention à tout ce qui est, pas seulement le produit, mais tout ce qui entoure le produit. Donc, il faut prévoir le packaging, la boîte, le papier de soie, la carte de remerciement. Il faut prévoir, mais tout ça, ça a un coût. Donc, si, par exemple, aujourd'hui, vous voulez aller en Corée du Sud, mais vous n'avez pas le packaging, vous allez être obligé de créer un packaging pour pénétrer la Corée du Sud. Donc, c'est un coût. Donc, il faut l'intégrer dans votre tarif export. Comme les adaptations produits. Je vous en parlais tout à l'heure, le Japon a des petits pieds, donc pour une marque de chaussures, ils vont être obligés de développer des tailles plus petites. Aux États-Unis, les Juifs, quand vous vendez une marque de vêtements pour enfants, les enfants n'ont pas le droit de porter des jupes au-dessus du genou, donc les marques vont être obligées d'adapter leurs produits. Donc c'est un cycle de production qui n'est pas forcément prévu, donc elles doivent l'adapter. Je parlais de la Chine. Aujourd'hui, les bébés, quand les Chinois importent une marque bébé, entre le 0 et 2 ans, toutes les étiquettes doivent être à l'extérieur du produit et pas à l'intérieur du produit. Et donc ça a un coût. Donc, quand on commence à aller à l'international, c'est bien se renseigner sur toutes les spécificités du pays pour et de les prendre en compte en fait quand vous calculez votre tarif export. Ça va, hein, toujours pas de questions? Non? Non, Ok, ils sont timides. Oui, c'est ce que je vois. Et ensuite, alors une fois que vous avez pris en considération tout ça, une fois que votre stratégie est claire dans votre tête, que vous savez, exemple, vous allez aller en Corée du Sud, vous allez faire un appel à un importateur, vous savez qu'il va vous prendre 30% de remise, vous savez que pour la Corée du Sud, il vous faut un packaging spécifique, vous savez qu'il y a des tests produits, vous savez que vous allez devoir adapter quelques produits, tout ça, ça vous donne votre prix de revient pour aller sur la Corée du Sud. Donc, je pars de mon prix de revient et pour calculer mon prix, en fait, mon prix B2B, il faut que j'intègre une marge. Alors, moi, quand je travaille avec des TPE, elles n'ont pas forcément prévu cette marge entre leur prix de revient et leur prix B2B parce qu'elles ont pensé tout de suite prix de revient, prix B2C. Et donc, quand elles commencent à vouloir faire du prix B2B, elles n'ont plus suffisamment de marge pour travailler en B2B. Donc, elles sont obligées d'augmenter leur prix consommateur pour pouvoir faire un tarif B2B, pour pouvoir avoir un tarif B2B assez conséquent pour avoir suffisamment de marge et pour pouvoir vivre justement et pas pour vendre à perte. Donc, alors après, ça dépend des secteurs. Moi, dans mon secteur aujourd'hui, je sais qu'au minimum, une marque doit avoir un markup de 2,2 entre son prix de revient et son prix B2B. S'il est en dessous de 2,2, elle ne peut pas vivre en fait. Donc, il faut absolument qu'elle fasse ce travail. J'ai mon prix de revient, j'ai inclus toutes les spécificités pays, et à ça, je vais avoir un markup à 2,2 minimum. Et ensuite, moi, le markup entre le prix B2B et le prix B2C, il est à 2,5, entre 2,5 et 2,7. Donc, la société, en fait, a une estimation de son prix export consommateur qui va être utilisé dans le pays. Ça, c'est ce qui se passe généralement. C'est ce qui se passe généralement. Quand une marque n'a pas forcément pensé à travailler avec un distributeur qui lui demande 30% de remise, ce que font la plupart des marques, et peut-être que c'est ce que font vos clients, le prix B2B, en fait, ils vont le marger de 10%, voire 15%, voire 20% en fonction des conditions du pays pour justement éviter cette perte de marge qui peut être conséquente.
On a Donc, une question, pardon Christelle, oui, on a une question dans la salle. Oui, pardon, oui, je n'ai pas bien compris vos exemples de marge, là, 2.2, des choses comme ça, c'est des multiples, c'est oui, quoi? c'est des multiples, oui, tout à fait. Donc ça veut dire c'est par rapport au prix de revient, je multiplie par 2,2 le prix de revient? Voilà, voilà, c'est ça. Ah d'accord, ah oui, c'est conséquent. OK, ça marche, merci. Oui, alors vous voyez, moi, par exemple, dans mon secteur, je pars de mon prix de revient à 100, je le multiplie par 2,2, ça me fait 220 €, mon prix B2B. Et à ça, je rajoute mon markup, je le multiplie par 2,5 et ça me fait mon prix B2C. Ouais, c'est important. Ok, super. Merci. D'accord? Donc voilà, et généralement, ce prix B2B, en fonction du pays qu'on va cibler, on va le majorer de 10 à 15%. Quasiment toutes les sociétés aujourd'hui ont leur prix B2B France ou Europe. En fait, on va dire, généralement, les sociétés, elles ont un prix B2B, enfin, tous les pays qui sont en euros, et après, elles vont avoir un prix de vente B2B export qui va être majoré entre plus 10, plus 15% pour justement compenser tous les frais qui peuvent incomber une exportation lointaine. Super, merci. Voilà. Et donc, je suis peut-être allée un peu vite, mais donc pour conclure, quand on calcule son prix de vente à l'export, il faut bien que, enfin là c'est plus, vous êtes plus tous, vous avez tous des partenaires en fait, des clients pour la plupart. Travaillez bien avec eux, c'est quelle stratégie de distribution ils veulent mettre en place, quel pays cible ils visent. Et quand ils ont visé leur pays cible, hein, travailler avec eux leur stratégie de distribution et travailler avec eux toutes les contraintes pays pour rentrer dans ce pays. Parce que s'ils ne prennent pas ça en compte, ça peut être problématique et ils peuvent perdre vraiment en marge. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je reviens là. Bah, justement, comment leur proposer un accompagnement pour évaluer les frais d'export, hein. Donc, justement, vous disiez sur les États-Unis, attention, les frais de transport et d'export sont importants. Est-ce que là, à ce moment-là, ils font appel parce qu'il y a des histoires de taxes, etc. Est-ce qu'il y a un référentiel là-dessus? Alors après, moi, ce que je conseille aux marques, c'est de faire appel aux douanes. Bien entendu, dans un premier temps, de faire appel au laboratoire, hein, en fait, de se renseigner en fait sur quelles sont les conditions d'accès dans le pays. Donc, les points importants, c'est vraiment les droits de douane et puis tout ce qui est test aujourd'hui, parce que plusieurs pays, enfin beaucoup de pays aujourd'hui essayent de ralentir les importations de produits étrangers. Oui. Donc, c'est Oui. quelles sont les conditions d'importation dans ce pays-là et de bien être entouré de laboratoires. Qu'est-ce que vous entendez par laboratoire? Les laboratoires qui vont faire les tests produits. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Tout à fait. OK. Alors sinon, il y a un site qui existe qui s'appelle Access Market Data, Oui. qui est vraiment un vrai bel outil parce que donc c'est mis à dispo par les douanes, hein, et vous avez toutes les réglementations d'importation qui sont notées selon votre nomenclature. Donc bien sûr, il faut bien connaître la nomenclature de son produit, hein. Et à partir de là, on va vous donner la taxe d'importation et les réglementations en local. Ouais. Parce que de plus en plus, par exemple, moi j'ai travaillé sur l'Afrique. L'Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont signé des conventions donc, avec des bureaux euh, de, euh, de sécurité, Veritas, Intertrek, tout ça, pour faire de la conformité. Effectivement, c'est Oui. un coût. Quand on envoie certains produits qui rentrent donc dans dans ce cas, ça veut dire que déjà, il faut rajouter une inspection avant le départ qui va vous coûter entre 200 et 300 $. Donc, il faut y penser. Donc, Access Market Data est vraiment un site où déjà, Oui. ça vous donne beaucoup d'éléments. Oui. Oui, Merci. ça, c'est un très bon site que moi, j'utilise moi-même, en fait, pour mes clients. Donc, ça, c'est à utiliser. OK.
Guillaume, vous avez une question? Oui. On vous entend bien. Ok. Alors, la question que je me posais, c'était est-ce que les zones les plus compliquées pour importer, ce serait quoi? Ça reste l'Asie? Ben, en fait, ça dépend des spécificités produits, hein. Moi, Ah je ouais. sais que dans mon secteur, tous les pays grand export sont de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué. Donc, l'Asie, forcément, il y a des contraintes. Les États-Unis, il y a des contraintes. J'ai pas parlé du Moyen-Orient, mais il y a des contraintes aussi. Mais en fait, il faut vraiment prendre votre produit, en fait, hein, et voir toutes les spécificités pays. Quelles sont les problématiques, en fait, pour exporter mon produit dans tel pays. Ouais, parce qu'il y a aussi les problématiques d'embargo qui n'ont pas été Oui, évoquées, mais c'est un vrai bah, sujet. ça, oui, parce que oui, alors moi, je ne le vis pas forcément avec mes clients aujourd'hui, mais il y a toutes ces problématiques que je n'ai pas du tout aussi. Oui, j'en ai pas parlé. Ok. Et l'Inde, c'est un continent qui est Alors, pénétrable ou pas du tout? si, l'Inde, c'est un continent qui est pénétrable. Après, c'est une culture qui est différente, mais c'est pénétrable. Mais pas pour l'Inde, en fait, il y a moins de contraintes aujourd'hui. D'accord. Je vous dirais entre l'Inde et la Chine, l'Inde est plus facile que la Chine. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, Est-ce que c'est un bon rapport. ça a répondu est-ce que ça a répondu à certains questionnements déjà? Ça leur permet de checker en effet aux choses principales auxquelles il faut penser avant de se lancer dans l'export. Ouais. Oui, ça peut être complexe, effectivement. Après, tout dépend du produit, hein. Vous avez des produits aussi qui sont considérés comme matières dangereuses, donc il faut des Oui, certificats. Ça oui. aussi. Il y a, il y a aussi culturellement, ça on n'en parle pas souvent, mais culturellement, vous pouvez vendre par exemple, je sais pas moi, une assiette en porcelaine avec des traits d'une certaine couleur et manque de peau. Dans le pays où vous voulez les vendre, la couleur que vous avez choisie va pas du tout correspondre, ça va pas Ouais. du tout avoir le bon effet, notamment la C'est Chine. pour ça que je parlais d'adaptation produit, hein. Ça, Ah il faut oui, c'est vraiment important. faut regarder aussi. Oui. Super. Bon, s'il n'y a pas de questions, enfin, je sais pas, Joy, je peux. Je me posais la question au niveau bancaire, est-ce qu'il y a des réseaux bancaires qui sont plus appropriés que d'autres pour faire l'international? Aujourd'hui, moi, ce que je recommande, mais ce qui est de plus en plus difficile à avoir, c'est quand même d'avoir des paiements avant livraison, hein. D'accord. Après, ça dépend des pays. Je sais, enfin, moi, dans mon domaine, c'est souvent par virement de toute façon. Mais après, pour les États-Unis, par exemple, il y a des clients qui aiment bien payer par carte bancaire. Donc là, c'est pareil. En fait, il faut, tout ce qui est conditions de paiement aussi. Ça va dépendre aussi du pays avec lequel vous allez travailler. La réponse, Ouais. donc non, super. Ouais. Merci Christelle pour cette Merci. présentation. Avec grand plaisir. Merci, merci d'avoir fait appel à mes services. J'espère que j'espère que je vous ai apporté quelque chose. Je vais renvoyer Bonne le journée à tout le replay. monde. Oui, Je vais renvoyer le replay, puis si tu veux bien le support de présentation avec tes bien sûr. coordonnées. Oui, Donc avec grand voilà. plaisir. Super. Bonne journée Merci. tout le monde. Bonne Au journée. revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.